Avant de commencer, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche de notification et à surtout mettre un j'aime et à partager. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la team 2-0. Avec vous, comme d'hab, Francis à la présentation. Et aujourd'hui, nous allons consacrer cette émission au débrief des différents matchs de championnat du week-end. Alors, nous allons débuter ce débrief avec un match qui auparavant était un choc de Première Ligue, mais vu la nullité et surtout la médiocrité de l'équipe de Manchester United, c'est devenu un match qui me semble plus ou moins banal. Vous l'aurez deviné, il s'agit du match de Première Ligue entre les Sky Blues de Manchester City et les Red Devils de Manchester United. L'équipe de Manchester City recevait à l'Etihad Stadium l'équipe de Manchester United et le moins que l'on puisse dire, c'est que nous avons assisté à un match totalement sous contrôle de la part des hommes de Pep Guardiola. Malgré les nombreux absents, on note quand même la titularisation de Didier Donnarumma, voilà, qui a donc effectué sa première en tant que titulaire dans les buts de Manchester City. Et l'équipe de Pep Guardiola, malgré les absents, a quand même réussi à imposer son tempo. Et c'est ainsi que Jérémy Doku, grâce à un superbe débordement, va réussir à mettre en difficulté la défense mancunienne de United pour servir Phil Foden, qui va donc ainsi remercier Pep Guardiola pour sa titularisation en inscrivant le premier but. Par la suite, en seconde période, les hommes de Pep Guardiola vont mettre un coup d'accélérateur et c'est comme ça que Erling Haaland va respectivement inscrire ses quatrième et cinquième buts pour le compte de cette nouvelle saison pour permettre aux Citizens de se détacher et prendre l'abordage sur le score de 3-0. Le reste du match aura été juste une gestion des hommes de Manchester City, ce qui permet donc au club des Sky Blues de pouvoir se relancer après 2 défaites consécutives en championnat. De son côté, Manchester United, a fait du Manchester United. On peut noter l'absence de Matheus Cunha, mais cela n'explique pas pourquoi cette équipe est aussi nulle, est aussi médiocre. Et là, on pourra pas accuser le fait que c'était de la faute d'Andre Onana puisqu'il n'est plus là. Et ce qui est paradoxal, c'est que Manchester United a recruté un nouveau gardien qui, lui, n'a pas eu la possibilité d'être titulaire vu que Ruben Amorim a estimé que pour ce type de match, il devrait être remplaçant, ce qui est paradoxal, car vous avez de l'autre côté une équipe qui a recruté un gardien et qui l'a directement mis titulaire, ça prouve qu'ils étaient vraiment dans le besoin. Et de l'autre côté, une équipe qui était soi-disant réellement dans le besoin parce qu'ils avaient des gardiens qui n'étaient pas à la hauteur, a préféré mettre le gardien qu'ils ont recruté au banc de touche et mettre l'un des gardiens qui a commis les erreurs. Ça montre à quel point, une fois de plus, les recrutements de Manchester United, pour la plupart, n'ont ni queue ni tête. En outre de cela, une stat qui illustre l'échec de Ruben Amorim depuis qu'il est à la tête de cette équipe. En Première Ligue, Ruben Amorim a disputé 31 matchs avec Manchester United en tant qu'entraîneur pour un bilan de 8 victoires, 6 matchs nuls et 17 défaites. Et si on regarde de manière totale, toute compétition confondue, eh bien, Ruben Amorim est à 41 matchs dirigés en tant que coach des Red Devils de Manchester United pour 17 victoires, 11 matchs nuls et surtout 19 défaites. Normalement, cet entraîneur ne devrait plus être au banc de touche de Manchester United parce qu'il persiste et signe à vouloir jouer avec son fameux 3-4-3 qui ne porte aucun fruit. La défense est totalement, comment je peux dire, chaque fois mise en difficulté, peu importe l'équipe qui est face à elle. Et le milieu de terrain n'est pas assez puissant et assez robuste pour pouvoir accompagner la défense dans les tâches défensives. Et du côté des offensifs, pour l'instant, à part Bryan Mbeumo qui essaye de faire la différence, les autres joueurs sont complètement inhibés. Et surtout que ce classement et cette formation qui persiste et qui signe à vouloir mettre ne permet pas à Bruno Fernandes de jouer et de mettre et d'être à son plein potentiel. C'est la preuve vivante que cet entraîneur veut réellement faire chuter le club et mourir avec ses propres principes. Je tiens à préciser que c'était la 4e journée de Première Ligue et sur ces 4 journées, Manchester United a un bilan de 1 victoire pour 3 défaites. Et ce qui est incroyable. Donc, dites-moi dans les commentaires, mes chers amis, si vous pensez que Ruben Amorim est encore l'homme de la situation.
Un autre match qui se déroulait aujourd'hui, c'est le déplacement du roi d'Angleterre, ou à savoir des champions d'Angleterre, les Reds de Liverpool qui se déplaçaient du côté de Burnley. C'est un déplacement assez compliqué étant donné que l'équipe de Burnley était invaincue sur sa pelouse depuis pratiquement plus d'un an. Voilà, donc c'est un déplacement assez difficile. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on a assisté à une domination totale des Reds de Liverpool qui ont totalement dominé leur sujet. Il suffit de voir les statistiques, plus de 27 frappes cadrées, plus de 27 tirs, voilà, 80% de possession de balles, plus de 600 passes réussies contre 100 passes du côté de Burnley, mais malheureusement, ils ont pêché sur le côté offensif. Étant donné que Alexandre Isak n'est pas encore disponible, il n'était même pas dans la feuille de match pour débuter ce match. Je suppose que il fait face à un programme de réathlétisation pour pouvoir revenir en tant que titulaire dans cette équipe de Liverpool, étant donné qu'il n'a pas eu de période de préparation suite à son boycott du côté de Newcastle pour rejoindre les Reds. Mais quoi qu'il en soit, on a assisté à un match assez plaisant. L'équipe de Liverpool a tout fait pour ouvrir le score. C'était un véritable match attaque-défense. Et à chaque fois, les joueurs de Liverpool ont buté sur une défense de Burnley assez organisée. Et malheureusement pour eux, à force de pousser, les joueurs de Liverpool vont réussir à obtenir un penalty durant le temps additionnel. Penalty qui sera donc transformé par l'inévitable pharaon égyptien Mo Salah à la 95e minute pour donner la victoire aux Reds de Liverpool sur le score de 1-0, ce qui est assez époustouflant car lorsqu'on regarde l'équipe de Liverpool, on se rend compte qu'ils ne sont pas encore assez synchronisés et qu'ils n'ont pas encore trouvé leur rythme de croisière en ce qui concerne le potentiel et le rythme de jeu qu'ils cherchent à avoir. Mais malgré cela, ils sont déjà sur un rythme de 4 victoires en 4 matchs. Peu importe les difficultés, les péripéties, ils réussissent toujours à s'en sortir avec une victoire. Et cela me permet de vous poser une question. Est-ce que vous pensez que les Reds de Liverpool sont les principaux favoris à leur propre succession au trône d'Angleterre? Alors, une autre équipe qui était attendue pour cette reprise de championnat, il s'agit des Gunners d'Arsenal qui recevaient à l'Emirates Stadium, Nottingham Forest, leur nouvel entraîneur Ange Postecoglou. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que malheureusement, Ange Postecoglou a commencé sa nouvelle aventure avec Nottingham Forest par une défaite. Effectivement, les joueurs de Mikel Arteta ont totalement dominé ce match-là et on peut dire que les recrues ont réussi à montrer ce pourquoi ils avaient été achetés. En l'occurrence, dans le cas d'espèce, il s'agit de Zubimendi, d'une magnifique frappe de balle qui ouvre le score. Par la suite, Eberechi Eze va réussir à faire une magnifique passe pour Victor Gyökeres, qui va inscrire donc son troisième but en Première Ligue, en espérant qu'il y en aura d'autres et qui réussira aussi à marquer contre des grosses équipes. Et enfin, Zubimendi de la tête va réussir à marquer le troisième but. Malheureusement, comme il est de coutume du côté des Gunners d'Arsenal, chaque fois qu'il se passe quelque chose de bien, automatiquement et systématiquement, il y a toujours quelque chose de mal qui se reproduit d'un autre côté. On a assisté, malheureusement pour eux, à la blessure de Odegaard qui s'est blessé au niveau de l'épaule. Donc, ça fait une deuxième blessure d'un titulaire indiscutable de ce club. Après Bukayo Saka, c'est au tour d'Odegaard de se voir blessé et de rejoindre l'infirmerie. Alors, au classement, comme vous le constatez, les Reds de Liverpool sont d'ores et déjà en tête avec 12 points pris sur 12 points possibles. Par la suite, ils sont suivis de près par les Gunners d'Arsenal qui ont 9 points grâce à leurs 3 victoires en 4 matchs. Suivis de près par les Spurs de Tottenham. Les hommes de Thomas Frank font un excellent début de saison. Et la surprenante équipe de Bournemouth qui est quatrième au classement. Et cela se reflète aussi au niveau du classement des buteurs. Nous avons effectivement le Cyborg Haaland, qui est d'ores déjà meilleur buteur de Première Ligue avec ses 5 buts, suivi de près par Antoine Semenyo, le joueur de Bournemouth, qui montre à quel point il faut un excellent début de saison malgré la perte des joueurs qu'ils ont eu durant les transferts et le mercato d'été. Et enfin, nous avons Victor Gyökeres qui est à la troisième position avec ses 3 buts. Ça montre à quel point le joueur des Gunners d'Arsenal aura à cœur de disputer la titre au classement des meilleurs buteurs de Première Ligue. Or, d'un royaume à un autre royaume, nous allons passer de la Première Ligue à la Liga espagnole. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que nous avons assisté à une domination nette et sans bavure du club Blaugrana. En effet, le FC Barcelone a tout simplement fessé
tabasser, marginaliser et martyriser le club du FC Valence. Quand on pense qu'à l'époque, c'est un choc de la Liga, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on a assisté à une véritable déflagration, car le FC Barcelone l'a emporté sur le score de 6 buts à 0. Je répète, 6 buts à 0. On aurait dit un set de tennis, tel Nadal contre Richard Gasquet. C'est très souvent ce qui se passait quand Nadal jouait contre Richard Gasquet. C'était des 6 à 0 à outrance. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui avec le FC Barcelone. On va noter trois hommes qui ont tous les trois inscrit un doublé. Il s'agit de Fermin Lopez, auteur d'un doublé, de Rafinha, auteur d'un doublé, et de Robert Lewandowski. Que de retenir de ce match? C'est un match qui a été tout simplement totalement dominé par le FC Barcelone. Malgré les absences au départ de Lamine Yamal qui a été forfait et de Frenkie de Jong, le FC Barcelone a quand même aligné un effectif assez intéressant. Voilà, à noter les magnifiques performances d'Eric Garcia sur le plan défensif qui a fait un match plutôt solide. Ça se demandait s'il ne postule pas pour un poste de titulaire à ce poste-là. Voilà, très bonne prestation aussi de Fermin Lopez, auteur d'un doublé. Quand on pense que le FC Barcelone a songé à le vendre afin de renflouer les caisses, au moins, Hansi Flick, à travers son veto, avait vu juste en disant qu'il allait être prépondérant pour la suite de la saison du FC Barcelone. En outre de cela, le doublé de Rafinha qui montre une fois de plus que la saison dernière n'était pas un épiphénomène et que cette saison, il va encore falloir compter avec le Brésilien qui est plutôt calme, mais qui est vachement efficace. Et enfin, Sa Majesté, Robert Lewandowski, plein de grâce, qui a inscrit ses 101e et 102e buts avec le FC Barcelone en Liga. Il a tout simplement été stratosphérique. C'est un attaquant exceptionnel. Il marque des buts. Il a un talent et une capacité à marquer qui est incroyable. On dirait qu'il pourrait le faire toute sa vie. Voilà. Par contre, je suis un peu déçu par la performance de Marcus Rashford, malgré sa passe décisive. Étant donné que Lamine Yamal n'était pas présent et qu'il était titulaire, suite aussi au fait que Rafinha a commencé sur le banc, je m'attendais à un match beaucoup plus intéressant de la part de l'Anglais. Mais bon, on va pas cracher sur lui, étant donné que Thierry Henry avait dit que, il a réappris le football en jouant au FC Barcelone. Donc je suppose que pour Marcus Rashford, le fait de passer à la première ligue, à la Liga espagnole et surtout au FC Barcelone, c'est un autre apprentissage. À noter aussi le point d'œil de l'histoire avec Marc Bernal qui a rejoué, voilà, et qui a fait une passe décisive pour Robert Lewandowski. C'est un joueur qui était très apprécié du côté de la Masia, considéré comme un crack. Et là, le fait qu'il puisse revenir dans l'effectif blaugrana, ça montre à quel point il va être important. En tout cas, quoi qu'il en soit, le FC Barcelone se relance après son match nul concédé lors de la précédente journée. Voilà, ils remettent les pendules à l'heure et je dois avouer qu'en termes d'effectifs, le FC Barcelone a certainement l'effectif le plus complet, le plus équilibré et le plus talentueux de la plupart des grandes équipes en Europe. Bref, les amis, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que le FC Barcelone est grandissime favori à sa propre succession au trône d'Espagne. De son côté, le Real Madrid a repris après la trêve internationale du côté d'Anoeta où il se déplaçait pour affronter la Real Sociedad. Voilà. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on a assisté à un match au double visage. En première mi-temps, le Real Madrid a fait l'étalage de son très bon début de saison en dominant largement cette équipe de la Real Sociedad. Et c'est naturellement que Kylian Mbappé a ouvert le score grâce à une erreur des défenseurs basques. Il a réussi, grâce à une accélération fulgurante, à déposer les défenseurs de la Real Sociedad pour faire sa spéciale. Par la suite, Dinoysen va se voir expulsé suite à une faute lors d'un repli défensif. Je tiens à préciser que c'est la deuxième fois qu'il commet le même type de faute qui engendre un carton rouge. Il avait déjà fait la même erreur contre le Borussia Dortmund lors de la Coupe du Monde des clubs, ce qui lui a valu l'exclusion. Voilà. Malgré cela, je tiens aussi à préciser qu'après le match, la Liga espagnole a concédé une erreur car ils ont expulsé Dinoysen, en l'occurrence l'arbitre, parce qu'il pensait qu'il était le meilleur défenseur. Or, Militao était juste à côté, donc normalement, cette faute devrait engendrer plutôt un carton jaune. Quoi qu'il en soit, ça n'a pas empêché le Real Madrid, malgré cette expulsion, de doubler la mise sur une magnifique accélération sur le côté gauche. Une fois de plus, Kylian Mbappé a déposé son vis-à-vis pour servir Arda Güler, qui va donc inscrire le deuxième but pour le 2 buts à 0 lors de la pause.
Mais en seconde période, les joueurs madrilènes vont se mettre en difficulté à travers un penalty concédé par Carvajal qui va permettre à Oyarzabal de réduire le score. Et par la suite, le Real Madrid va subir les foudres du club basque, ce qui va même engendrer des changements hautement défensifs de la part de Xabi Alonso qui va faire entrer Trent Alexander-Arnold latéral droit, Franck Garcia à la place de Vinicius Junior, David Alaba qui va aussi rentrer et Fede Valverde qui va rentrer. Bref, l'entraîneur ne fera que des changements défensifs. Mais bon, ça montre à quel point il craignait le retour de cette équipe de la Real Sociedad, surtout que le Real était vraiment en difficulté. Il a privilégié le fait de garder le score à 2 buts à 1 que d'essayer de marquer un autre but pour beaucoup plus se rassurer. Quoi qu'il en soit, sa méthode a été payante vu que le Real Madrid va donc finir par s'imposer sur le score de 2 buts à 1 à Anoeta. Je tiens à préciser que c'est la 4e confrontation en Liga entre la Real Sociedad et le Real Madrid, où le Real Madrid remporte. Donc, c'est la 4e victoire consécutive du Real Madrid face à cette équipe de la Real Sociedad. Quelques points positifs, c'est l'excellent début de saison de Kylian Mbappé, qui, à travers son but et sa passe décisive, confirme son excellent début de saison, car sur la semaine entre l'équipe de France et le match avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a inscrit 3 buts pour 2 passes décisives. Et en tout et pour tout, il a 4 buts en 4 matchs de championnat. Du côté d'Arda Güler aussi, excellent match. Il réussit à s'imposer comme le véritable numéro 10 et le meneur de jeu de cette équipe du Real Madrid. Il réussit à accepter le poids qui lui a été et la mission qui lui a été confiée par Xabi Alonso. Un autre joueur aussi qui a fait un excellent match, il s'agit ici de Militao, qui était présent sur tous les coups de pied arrêtés et sur le plan défensif, il a fait plusieurs sauvetages dignes d'un défenseur et d'un patron de la défense. En revanche, le point noir, c'est malheureusement Vinicius Junior qui a fait un match insipide quand on sait qu'il n'a pas disputé du match durant la trêve internationale car il était mis au repos par Carlo Ancelotti qui ne l'a pas sélectionné du côté du Brésil pour permettre aux joueurs brésiliens du Real Madrid de se reposer. Le moins que l'on puisse dire, c'est que son match a totalement été inoffensif, inefficace. Il est tout simplement passé à côté de son match, ce qui a fait en sorte qu'il soit remplacé par Xabi Alonso. Il va falloir que le Vini réussisse à se réveiller car le Real Madrid aura besoin de toutes ses forces pour pouvoir essayer de redorer son blason. Donc là, comme vous le voyez au classement, le Real Madrid a 2 points d'avance sur le FC Barcelone qui a fait un match nul lors de la précédente journée, suivi de près par la surprenante équipe de Retafe et de l'Atlético Bilbao. Et au niveau du classement des buteurs, comme vous le voyez, Kylian Mbappé confirme son excellent début de saison en étant en tête du classement de Pichichi avec 4 buts devant Rafa Mir et Rafinha. Bref, les amis, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que Kylian Mbappé va une nouvelle fois remporter ce titre de Pichichi. On va aussi noter la magnifique performance du jeune Camerounais Etae Young qui a été transféré du côté de l'Evente et qui a marqué son nouveau club par un but, malgré le fait que l'Evente a fait un score de parité, 2 buts partout, avec le Betis Séville. On va continuer notre tour d'Europe en passant de la Liga à la Ligue 1, où le Paris Saint-Germain recevait le RC Lens pour sa reprise, avec des absents de marque tels que Désiré Doué, absent pour 3 à 4 semaines, et surtout Ousmane Dembélé, absent pour 6 à 8 semaines. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le Paris Saint-Germain a eu un match plutôt tranquille, victoire 2 buts à 0 grâce à un doublé d'Urbalde Barcola, c'est une magnifique frappe enroulée de l'extérieur de la surface et c'est une frappe de loin monstrueuse pour le 2 buts à 0. Donc, Bradley Barcola est la principale attraction de ce match. Le reste du match, le Paris Saint-Germain a tout simplement géré son match. Ils ont fait face à une équipe de RC Lens qui ne pouvait rien faire face aux joueurs du Paris Saint-Germain. Donc, le point positif, c'est l'excellent match de Bradley Barcola qui confirme son excellent début de saison, car sur la semaine à cheval avec l'équipe de France et le Paris Saint-Germain, il est tout simplement sur 3 buts en une semaine, ce qui est déjà très bien pour l'offensif qu'il est. Ça montre la nouvelle dimension qu'il est en train de prendre. Je pense même que c'est un joueur qui est très sous-coté et que l'absence de Désiré Doué et surtout l'absence de Visca Kvaratskhelia qui s'est blessé lors de ce match va permettre à Bradley Barcola de montrer de quoi il est réellement capable.
Le point négatif, ce sont notamment les blessures. Voilà, ils avaient déjà enregistré la blessure du côté de l'équipe de France avec Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Et aujourd'hui, ils ont eu 3 joueurs qui sont sortis sous blessure, à savoir Visca Kvaratskhelia, voilà, Kang In Lee et surtout Beraldo. C'est vrai que pour Beraldo, elle est moins intéressante vu qu'il était déjà remplaçant, mais j'ai l'impression que sa blessure est beaucoup plus grave qu'il n'y paraît vu qu'il est sorti sous civière et en lame. Du côté de Visca Kvaratskhelia et de Kang In Lee, il faudra tout simplement attendre les différents IRM. Bien évidemment, le Paris Saint-Germain a remporté ce match-là. Ça fait 4 victoires en 4 matchs, dont 12 points pris sur 12, ce qui les permet d'être en tête de classement de la Ligue 1 devant l'Olympique Lyonnais qui a 9 points. Bref, les amis, dites-moi dans les commentaires si le Paris Saint-Germain a commis l'erreur de ne pas recruter massivement pour essayer de doubler les postes quand on voit les blessures auxquelles ils font face à l'aune du début de la Ligue des Champions. Alors, je ne saurais terminer cette émission sans faire un tour du côté de la Serie A en Italie, où nous avons assisté à un match exceptionnel entre la Juventus de Turin qui recevait l'Inter de Milan. Mais le fait marquant de ce match, c'est le duel fratricide entre les fils de Lilian Thuram, à savoir Khéphren Thuram de la Juventus, le petit frère, qui recevait donc l'Inter de Milan de Marcus Thuram, son grand frère. Vous l'aurez compris, c'est un duel entre deux frères, deux fauves. Et pendant que Marcus Thuram pensait donner la victoire en inscrivant le but du 3 buts à 2 contre la Juventus de Turin, certainement il s'est dit que comme d'habitude, il va réussir à donner une leçon à son petit frère. Malheureusement, le petit frère a compris les leçons du passé. Il a montré à l'aîné qu'il a grandi et Khéphren Thuram va réussir à égaliser pour permettre à la Juventus de Turin de revenir sur le score de 3 buts partout. Et durant le temps additionnel, le petit frère va montrer que lui aussi il a l'écro et le club Bianconeri va réussir à inscrire le 4e but pour la victoire de la Juventus de Turin, ce qui confirme l'excellent début de saison du club Juventini qui caracole en tête de manière ex aequo avec le Napoli, qui lui aussi fait un excellent début de saison. Et cela se confirme avec le regain de forme de Kevin De Bruyne qui a fait un excellent match. Voilà, qui confirme son très bon passage après aussi son magnifique match en éliminatoire pour la Coupe du Monde avec la Belgique. De son côté, l'Inter de Milan traverse une mauvaise passe. Déjà lors de la Coupe du Monde des clubs, les hommes de Christian Kivu nouvellement arrivés n'ont pas fait une très bonne prestation quand ils ont été éliminés assez tôt dans la compétition. Mais là, leur début de saison confirme leurs difficultés car ils enregistrent un bilan de 3 points sur 9 possibles et ils sont d'ores et déjà à 6 points du Napoli. En tout cas, le moins que l'on puisse dire, c'est que rarement dans le football, on a vu des fils d'un ancien footballeur connu avoir une telle importance dans les clubs respectifs. Cela nous montre à quel point Lilian Thuram a des couilles en or.